Et bien dans la foulée de cette table ronde consacrée au commerce et à la mondialisation, je voudrais inviter à présent à la tribune Madame Claire Vaizan, directrice générale adjointe du Trésor, chef économiste au ministère de l'économie et des Finances, pour une intervention qui sera consacrée au levier de croissance 2013 et aux marges de manœuvre pour la puissance publique. Si vous voulez bien, voilà, aller à cette tribune, c'est à vous. Merci à tous. Merci tout particulièrement à Jean-Marc Pilu, à ses équipes, qui me proposent une tâche qui, si je l'ai bien compris, n'est pas des plus faciles. Vous avez commencé la matinée par une vision très sombre. Heureusement, un certain nombre des interlocuteurs du panel précédent ont préparé le terrain et Marc Auboin a montré un certain nombre de courbes ascendantes, en particulier courbes du commerce mondial. J'aimerais, partant de ces courbes ascendantes, vous parler ce matin de la vision que nous avons de la zone euro, de la France et des politiques économiques qui sont mises en œuvre pour que les exportateurs que vous êtes ou que vous soutenez profitent de cette mondialisation. Alors, il faut d'abord que j'apprenne à changer mes slides. Hop. Voilà. Premier slide sur lequel je serai brève, mais qui me paraît utile dans ces temps de morosité. D'abord, la situation est effectivement difficile. Ça, c'est le premier graphique en haut à gauche. Depuis la crise financière, les économies ont connu une baisse de leur PIB en niveau. Alors, la zone euro dans son ensemble n'est pas très très loin du niveau maximum du PIB qu'elle avait atteint avant la crise 2008. Ça veut dire, à contrario, qu'il y a 4 années qui, en quelque sorte, ont été perdues pour la croissance et pas tout à fait rattrapées. Vous voyez que les États-Unis ont rebondi mieux que la moyenne, mieux que la zone euro. Et en revanche, les autres économies développées, que sont le Japon et le Royaume-Uni, connaissent un rebond qui ne les ramène pas au niveau qui avait été atteint avant la crise financière. Ceci, évidemment, montre la difficulté de la situation économique que nous traversons, difficulté qui est celle de la zone euro, qui n'est pas seulement celle de la zone euro. Et j'aimerais mettre un peu les choses en perspective avec les graphiques qui vous sont projetés, en montrant que si la dette a augmenté dans l'ensemble des économies développées depuis dans les années 2000, dette privée comme dette publique, la situation de la zone euro, lorsqu'on la considère comme une zone dans son ensemble, n'est pas atypique. Vous avez là l'endettement privé. Vous voyez qu'en matière d'endettement privé, la zone euro a une dette privée rapportée à son PIB qui est inférieure à celle des États-Unis, du Royaume-Uni et même du Japon. Et qu'en matière de dette publique, nous sommes un peu au-dessus du Royaume-Uni, en dessous des États-Unis, en dessous, bien sûr, de l'économie japonaise. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème d'endettement de la zone euro. Et vous le savez, il y a des problèmes d'endettement très spécifiquement dans un certain nombre de pays. Mais ça veut dire que pour peu que la zone euro se comporte comme une zone économique, elle n'est pas en situation plus difficile que d'autres zones développées. J'ajoute, et c'est cohérent, que la zone euro dans son ensemble a une balance courante qui a été grosso modo équilibrée tout au long de la période, ce qui est le reflet du fait qu'elle n'a pas de déséquilibre majeur. La France, dans la zone euro, est finalement dans une situation qui est une situation intermédiaire. Intermédiaire, d'abord en termes de rebond. Alors, ce graphique, malheureusement, est resté faux. Donc, le graphique qui est en haut à gauche vous montre les différentes économies européennes et leur rebond depuis la crise financière. Contrairement à ce qui est indiqué en légende, la France est en bleu, le Royaume-Uni est en orange. Donc vous voyez que la France a quasiment regagné son niveau d'avant-crise, l'Allemagne l'a dépassé, et à contrario, les économies qui avaient un endettement public ou privé plus élevé que les autres économies, je pense en particulier sur le graphique à l'Espagne et le Royaume-Uni, ces deux économies rebondissent moins que la moyenne de la zone euro, ce qui est cohérent avec le processus de désendettement qui est en cours. Vous voyez que la France, si on la compare à la moyenne de la zone euro, est finalement assez proche en termes de dette publique sur PIB et de dette privée sur PIB, un petit peu en dessous de la moyenne. Cette divergence des économies au sein de la zone euro, j'y reviendrai évidemment puisqu'elle est importante pour les conditions de sortie de crise, elle se reflète, et vous connaissez évidemment très bien ce graphique, dans les conditions de financement que vous avez en bas à droite, conditions de financement qui font apparaître que s'il existe maintenant un spread qui n'existait pas auparavant
entre la France et l'Allemagne, les conditions de financement de notre pays restent extrêmement satisfaisantes puisque nous émettons en ce moment à 10 ans à des taux de l'ordre de 2,15%, qui sont proches de nos minima historiques atteints en début d'année. Si on regarde les perspectives de la France à moyen terme, je serai bref sur ce transparent, simplement pour vous indiquer que nous avons des atouts de moyen terme et en particulier une population active, une population en âge de travailler qui est plus dynamique qu'un certain nombre de nos voisins européens et une productivité du travail par heure travaillée qui est élevée. J'ajoute, et c'est d'actualité au moment où le Conseil d'orientation des retraites va rendre public son deuxième rapport aujourd'hui, j'ajoute que si, comme vous le savez, nos besoins de financement des retraites ne sont pas entièrement réglés, le surplus de dépenses liées aux retraites à horizon 2060 est plutôt plus faible en France que dans un certain nombre de ses voisins européens. Alors face à cette situation difficile et néanmoins ces atouts, quels sont les grands axes des politiques économiques qui sont menées? J'en distinguerai 4. D'abord, continuer à stabiliser la zone euro. Ça a été dit ce matin, je crois. La zone euro n'est plus dans une crise existentielle. Elle est en revanche, évidemment, toujours dans une situation de croissance difficile, croissance et emploi. Donc, premier axe, continuer à rendre l'union économique et monétaire plus solide. Deuxième axe indispensable, continuer à redresser les finances publiques. J'ai parlé de nos conditions de financement. Ces conditions de financement, elles nécessitent évidemment que nous gardions une crédibilité totale sur les marchés financiers et c'est donc le deuxième axe des politiques menées. Troisième axe, restaurer la compétitivité de notre économie et améliorer le fonctionnement du marché du travail. Quatrième axe dont je parlerai enfin, puisqu'il est particulièrement pertinent pour nous tous, continuer à moderniser nos dispositifs publics de soutien au commerce extérieur. Premier chantier qu'ont trouvé les autorités, qu'ont continué à trouver les autorités en arrivant, c'est le chantier de la consolidation de la situation dans la zone euro. Vous le savez, les pays de la zone euro traversent des crises qui sont particulièrement manifestes dans les pays qui ont connu des excès de dette publique ou privée. Donc dette privée en Espagne, dette privée en Irlande aussi, dette publique en Grèce et dette publique aussi au Portugal compte tenu de sa faible croissance. Qu'est-ce qui a été fait face à cette situation? D'abord, les États membres concernés ont pris un certain nombre de mesures. Ces mesures sont des mesures qui sont à la fois des mesures de soutien à leur secteur financier lorsque c'était nécessaire, des mesures d'assainissement budgétaire et des réformes structurelles. Donc l'ensemble des pays concernés sont engagés dans ces actions avec un soutien de la communauté internationale pour un certain nombre de ces économies, soutien qui permet d'atténuer le choc de coupure du marché financier. Ces actions des États membres, elles sont soutenues donc au niveau international, elles ont été soutenues aussi au niveau européen, avec une action qui est en deux grandes branches. D'une part, le soutien de crise et la gestion de crise, donc les programmes conjoints avec le FMI d'une part, et plus récemment, les mesures qui ont été annoncées. Donc la Banque centrale européenne, comme vous le savez, a annoncé la possibilité d'OMT, d'achat de titres de manière illimitée et conditionnée sur le marché le 6 septembre dernier. Le mécanisme européen de stabilité a été mis en œuvre le 8 octobre avec des capacités de financement renforcées. Enfin, les États membres se sont mis d'accord, et c'était important compte tenu de son caractère emblématique, se sont mis d'accord en novembre et décembre dernier sur des mesures de nature à garantir la soutenabilité de la dette grecque. Donc ceci, c'est un ensemble de mesures qui est essentiel et qui, quelque part, est l'aspect pompier. Le ministre de l'économie et des finances, il y a quelques jours, a parlé de notre action en tant que pompier et notre action en tant qu'architecte. Donc ces mesures-là, ce sont les mesures qui ont été prises pour éteindre l'incendie. De manière aussi importante que l'extinction de l'incendie, il y a évidemment la reconstruction des murs. La crise de la zone euro a montré que la zone euro n'était pas bien équipée et avait négligé un certain nombre de faiblesses, faiblesses en particulier structurelles, en matière de supervision bancaire, en matière de surveillance des déséquilibres et en matière de capacité à gérer une crise financière.
Donc ces travaux de refondation de la zone euro, ce sont des travaux qui ont connu une accélération ces derniers mois, avec notamment le Conseil européen de juin qui a lancé le projet d'union bancaire, projet qui a été, comme vous le savez, confirmé en décembre dernier par le Conseil européen. Donc l'union bancaire, c'est à ce stade un superviseur européen unique, et c'est un travail qui se poursuit et qui doit se poursuivre puisqu'il est complètement en cohérence avec l'existence d'une supervision unique, travail qui se poursuit sur des mécanismes de résolution intégrés et des mécanismes de plus forte intégration de garantie des dépôts. C'est un premier chantier qui est essentiel à terme pour la qualité de la supervision, essentiel aussi pour permettre de rompre le lien entre les situations des secteurs financiers et les situations des États souverains. Donc chantier bancaire largement en cours, chantier budgétaire très largement en cours aussi. Et là, vous avez en tête le traité, le TSCG, qui a été ratifié par la France, qui va entrer en vigueur, qui est entré en vigueur au 1er janvier. Ce traité renforce les règles qui existaient dans le cadre des traités existants sur la surveillance budgétaire et nous oblige collectivement, oblige l'ensemble des États membres à mettre en place un certain nombre de mesures et de dispositifs, notamment en France. Nous mettrons en place le Haut Conseil pour les finances publiques, qui sera garant des prévisions de croissance et qui sera amené à se prononcer en cas de déviation par rapport à la trajectoire de finances publiques que nous nous serons donnée. Donc ces travaux budgétaires étaient importants, évidemment, compte tenu de l'origine d'une partie des déséquilibres observés dans la crise financière. Le traité a marqué une étape importante avec ce qu'on appelle le six-pack, et vous savez que des textes budgétaires sont encore en discussion au Parlement européen. C'est ce qu'on appelle le two-pack. Alors pour autant les aspects budgétaires ne sont pas les seuls. On a montré les graphiques de dette publique et de dette privée. La dette privée a connu des développements inquiétants dans la zone euro, et avec la dette privée, les déséquilibres internes à la zone euro. Donc, dans les années qui ont précédé, et les mois précédents, on a mis en place une procédure de surveillance interne des déséquilibres au sein de la zone euro, qui a déjà connu sa première édition l'an dernier, qui continue à vivre et qui est aussi importante que la surveillance budgétaire en termes de cohésion de la zone euro. Enfin, les travaux se poursuivent donc sous l'égide de Van Rompuy-Barroso sur les sujets de consolidation de l'union économique et monétaire. Alors le résultat de tout ça, je serai brève sur ce transparent puisque Yves a montré à peu près le même, le résultat de tout ça, ce sont des compétitivités qui sont en train de se restaurer dans la zone euro. Évidemment dans une zone monétaire, et ça n'est pas sans intérêt pour les débats que nous avons sur la compétitivité de l'économie française, l'évolution à moyen terme des coûts salariaux est importante dans une perspective dans laquelle les États partagent une même devise. Donc vous avez tous en tête que l'Allemagne a connu des années de modération salariale extrêmement forte, qui en font une espèce d'outlier, enfin de point un peu exceptionnel dans la distribution des salaires de la zone euro. Vous avez aussi en tête que dans un certain nombre des pays qui ont été affectés par la crise, les pertes de compétitivité se sont traduites par des dérapages salariaux. Et vous voyez en particulier les développements salariaux en Irlande, en Grèce ou en Espagne avant la crise. La bonne nouvelle, c'est que ces développements salariaux sont en train de se renormaliser. La mauvaise nouvelle, évidemment, c'est que ce sont des phénomènes qui sont socialement extrêmement coûteux et donc qui se font avec des taux de chômage très, très élevés. Mais le verre à moitié plein, c'est que ceci est en train de permettre aux économies concernées de restaurer leur compétitivité et de rétablir leur solde courant. Ça, c'est le graphique de droite. Vous voyez en particulier que l'Irlande a désormais une balance courante qui est à l'équilibre, alors qu'elle était fortement déficitaire dans les années pré-crise. Mais vous voyez aussi d'autres pays dont la balance courante est en train de s'améliorer. Alors, si on en vient à la France rapidement, au-delà de la consolidation de la zone euro, donc, qui est indispensable, cette consolidation, j'aurais dû le dire, est indispensable non pas seulement parce que nous sommes européens et que nous construisons quelque chose avec nos partenaires, elle est également indispensable parce que la croissance en France est très intimement liée aux conditions économiques dans la zone euro. Quand on regarde aujourd'hui les comportements des acteurs économiques, en particulier l'investissement des entreprises, on a le sentiment qu'il y a une partie d'inexpliquée. Cette partie d'inexpliquée, c'est sans doute l'incertitude économique qui est liée à la situation dans la zone euro.
Donc il nous appartient, et évidemment c'est la première des priorités, de continuer à stabiliser la zone euro pour permettre les progrès de la construction européenne, dans ce que le président de la République appelle l'intégration solidaire, mais pour permettre aussi à la croissance française de redémarrer de manière plus vigoureuse. Alors parallèlement à cette action européenne, les actions nationales donc, sont de plusieurs ordres. D'abord, redresser les finances publiques. Je ne serai pas longue là-dessus, simplement pour dire, comme vous l'avez évidemment en tête, que c'est une condition pour maintenir des taux de financement bas. Donc, bien sûr, la consolidation des finances publiques peut peser sur la croissance, mais à contrario, maintenir des taux de financement bas, c'est d'intérêt direct pour l'État, bien sûr, mais aussi pour nos banques et pour nos entreprises, puisque le financement de l'État et des différents agents économiques sont très fortement liés. Sur l'effet sur la croissance, c'est évidemment un facteur que nous avons pris en compte. Vous savez qu'en 2013, l'effort qui sera réalisé par l'État et les administrations publiques dans leur ensemble sera un effort sans précédent. Nous avons un effort de consolidation des finances publiques de 2 points de PIB en 2013 pour amener le déficit de 4,5 à 3%. Cet effort, nous l'avons conçu collectivement pour qu'il pèse le moins possible sur la croissance, d'une part en ayant un effort qui est réparti plus en recettes qu'en dépenses, et d'autre part en ciblant les augmentations de recettes. Alors, vous pouvez avoir en tête que l'augmentation des recettes fiscales dans un pays où les prélèvements obligatoires sont déjà élevés, c'est quelque chose qui pèse sur la croissance, mais ça, c'est quelque chose qui est surtout vrai à moyen terme. Ce que disent les économistes, et vous avez dû voir la controverse récente entre les articles récents sur les travaux d'Olivier Blanchard en particulier, ce que disent les économistes, c'est que l'effet sur la croissance des baisses de dépenses est plus fort que l'effet sur la croissance des hausses de recettes. Donc le fait d'avoir à court terme des hausses de recettes plus que des baisses de dépenses aide à préserver la croissance, mais à moyen terme, l'effort sera sur les 5 ans, 60% en baisse de dépenses, 40% en hausse de recettes. J'accélère pour ne pas retarder votre déjeuner de manière excessive. Deuxième axe national, restaurer la compétitivité et améliorer le fonctionnement du marché du travail. Je serai brève sur le volet compétitivité, puisque Louis Gallois en parlera très certainement de manière beaucoup plus éloquente lors du déjeuner. Simplement, vous avez tous en tête le contexte et vous en êtes les acteurs. Les entreprises françaises ont connu une évolution à la fois de leur compétitivité prix et non prix qui était défavorable lors des 10 dernières années. Ça s'est traduit par des pertes de marché à l'exportation. Il était donc nécessaire que l'État se dote des moyens de redresser cette compétitivité. C'est ce qui a été fait d'une part avec le Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi, et en particulier le crédit d'impôt, qui est une baisse, comme vous le savez, équivalente à 6 points de baisse des cotisations sociales sur la masse salariale 2013 pour les salaires inférieurs à 2 SMIC et demi. Donc dès 2013, la masse salariale 2013 sera déterminante pour le crédit d'impôt dont les entreprises bénéficieront en 2014 et ensuite les années suivantes. Et donc d'une part, cet ensemble de mesures sur la compétitivité, le crédit d'impôt, la pérennisation d'un certain nombre de dispositifs, et d'autre part, donc l'accord national interprofessionnel sur l'emploi, dont l'ensemble des économistes s'accordent à penser qu'il réduira le dualisme sur le marché du travail et qu'il augmente à la fois la sûreté pour les entreprises et pour les salariés. Dernier point, rapidement, simplement pour vous dire, comme la ministre l'a dit dans son introduction, que nous poursuivons parallèlement à ces mesures macroéconomiques qui sont de nature à améliorer la compétitivité et la performance de l'économie française. Nous poursuivons aussi un chantier plus microéconomique, qui est un chantier de modernisation des dispositifs d'accompagnement des entreprises. Donc dispositif de crédit export d'une part, dispositif d'accompagnement des entreprises d'autre part. Donc l'idée générale, et je n'entrerai pas ici dans les détails, l'idée générale, c'est simplement d'aider nos entreprises à être plus compétitives, de s'aligner sur les pratiques de nos concurrents étrangers et de faire face à une situation dans laquelle les financements bancaires sont parfois plus difficiles à obtenir. C'est en particulier l'objet de la première mesure qui permet d'améliorer l'accès à la liquidité des banques,
via l'intervention d'institutions de refinancement qui bénéficient de garanties portées par la COFAS. Voilà, parmi les mesures d'accompagnement, deux grands chantiers, mais je pourrais en citer d'autres. La réflexion en cours sur le financement public direct, en s'inspirant des pratiques étrangères d'une part, et d'autre part, l'ensemble des mesures d'accompagnement à destination des PME et des ETI. La ministre en a mentionné quelques-uns. L'idée est de mieux identifier, mieux accompagner nos entreprises dans la durée pour que nos primo-exportateurs restent sur les marchés et qu'on n'observe pas les taux de décrochage qu'on observe beaucoup. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère, bien que rapidement, vous avoir convaincu, je ne sais pas, en tout cas vous avoir présenté l'ensemble de l'action que nous menons. Cette action, elle est à la fois de nature macroéconomique et de microéconomique, et son idée générale, face à des courbes que nous avons vues, qui sont des courbes dans lesquelles le commerce mondial adressé à la France va augmenter, l'idée générale de l'action que nous menons, c'est de permettre à la France de s'inscrire pleinement dans la mondialisation et à ces entreprises que vous représentez ou que vous portez d'en profiter. Merci, Claire Vaison. Voilà, on arrive au terme donc de cette matinée de débat et d'intervention. D'autres présentations et tables rondes cet après-midi qui seront consacrées cette fois aux pays émergents. Mais d'abord, le moment que vous attendez tous, le déjeuner. Il vous sera servi dans quelques instants dans la salle Bria-Savarin. Vous sera servi ce repas avec pour vous accompagner une allocution du commissaire général à l'investissement Louis Gallois.